Bonjour, vous écoutez La Brasserie du Mardi, le podcast du matin.ch. Bienvenue. Cette semaine, on parle du choc des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 Italie-Suisse de ce vendredi avec Valentin Schnork. Cyril Pache décortique le HC Bienne qui occupe les premières places en National League de hockey. On fait le point sur le Lausanne Sport, cancre de Super League avec Florian Vanet. Et Luc Demangeau revient avec nous sur la saison de Formule 1 et le duel Verstappen-Hamilton à un mois du dénouement. Bonne écoute. Salut Valentin Schnorr, tu nous rejoins dans la brasserie du mardi. Bienvenue à toi. Salut Sylvain. On va évoquer l'équipe de Suisse de football qui joue vendredi un peu sa finale du groupe C de qualification pour la Coupe du Monde. Toi, tu es à Lugano, là, au stage de l'équipe de Suisse. Ça se passe bien pour le moment pour l'équipe de Suisse. Enfin, c'est un peu une question ironique. Oh, ça se passait bien jusqu'à l'annonce de la liste. Depuis l'annonce de la liste, c'est quand même compliqué entre les forfaits d'Embolo, d'Elvedi, de Kebel, de Fastnart. Et puis hier encore à Lugano, on était au bord du terrain d'entraînement. L'équipe s'entraînait, et puis on apprend tout d'un coup que Zuber est aussi forfait. Donc tu as l'impression que c'est un petit peu une cascade d'absence, de blessures, de forfait. Et donc, forcément, ça brasse un petit peu les cartes et ça oblige Murat Yakin à faire preuve d'ingéniosité et puis à réfléchir à d'autres solutions. Et c'est ce qu'il a dit d'emblée hier après l'entraînement. On doit trouver des solutions maintenant. Et c'est le job qui lui est conféré et c'est ce qu'il va devoir faire en vue du match de vendredi. Ouais, Murat Yakin, son calme légendaire, il a jamais l'air vraiment stressé, jamais vraiment l'air dans le dur. Il a pas vraiment paniqué, malgré tous ses forfaits. On va peut-être les rappeler juste. Elvedi, Fasnart, Mbolo, Kobel, Tsuber. C'est Ferrovite et Chaka aussi qui sont déjà absents de base. Ça fait beaucoup contre l'Italie pour un choc comme ça. Ouais, mais je pense que Murat Yakin aime bien ça, en fait. Mhm. Il aime l'adversité, il aime pouvoir, disons, laisser libre place, libre cours à ses inspirations, à ses pensées, à ses idées. Et ça lui permet justement d'être totalement proactif dans ce genre de configuration. Ça dépend de lui, en fait. Je pense qu'à ce moment-là, il considère que ça dépend de lui, plus que ça dépend des joueurs. Et ça va être surtout à lui de trouver la bonne solution pour emmerder l'Italie. Et on peut comparer un petit peu avec ce qui s'était passé en septembre quand il se retrouve contre l'Italie aussi là c'était donc Shaqiri, Xhaka, Golo, enfin c'est pas qui était là, mais il y avait aussi un paquet Freuler qui était absent, il y avait un paquet d'absents, et c'est là où il sort Fabien Frey du chapeau, où il met ce 4-4 assez défensif, assez attentiste, et il prend le 0-0 contre l'Italie qui était presque inespéré en l'occurrence à ce moment-là. Donc voilà, je pense que c'est des moments dans lesquels il peut avoir le sentiment que c'est lui qui peut décider du match, il peut réfléchir, et je pense qu'il apprécie ces moments-là. Et ça, c'est peut-être mieux qu'il les apprécie plutôt qu'il les redoute, parce que ça lui permet de se mettre en valeur. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas se tromper, mais au moins, en plus, il a une petite excuse, et on pourra lui rétorquer que oui, bah, c'est vrai que tu n'avais pas Mbolo, tu n'avais pas Chaka, tu n'avais pas Zuber, et donc on peut comprendre que tu as fait ces choix-là, et c'est pas si grave que ça si finalement si tu te trompes complètement. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est une finale de groupe, et il y a sans doute une qualification à aller chercher en cas de victoire. En cas de match nul, tu restes dans la course aussi, et tu la joues sur la différence de but contre la Bulgarie, pendant que l'Italie va en Irlande du Nord, où ce sera a priori un peu plus compliqué de marquer des buts que contre la Bulgarie à Lucerne. Donc forcément, il y a quand même un sacré enjeu, et il y a pas rien à perdre, en fait, vendredi à Rome. Murat Yakin, là, le match que tu rappelais contre l'Italie, c'était sa première officielle, sauf erreur. Premier match officiel de Murat Yakin à la tête de l'équipe de Suisse. Puis justement, il avait, comme tu le dis, dû composer aussi avec des blessures et des joueurs absents. Euh, Il a aussi profité pour mettre un petit tacle, Murat Yakin, à la défense à 3, qui avait perdu 3-0 contre l'Italie à l'Euro. Lui c'est sûr, la défense, elle sera 4 plus haute. Il a rappelé ça. Et ça, c'est peut-être un mot là-dessus, sur ce nouveau principe de Murat Yakin. Pas changer, Bah, en fait, malgré bah, les... c'est quelque chose qu'il a affirmé dès sa première conférence, enfin, sa deuxième conférence de presse, donc celle où il annonce sa première liste, donc en septembre.
Il dit, voilà, nous, on va jouer à 4. Ça Mhm. va être comme ça. D'ailleurs, il l'avait justifié pour ne pas prendre Béchir Meragic à l'époque, C'est parce juste. que le Meragic jouait à 3 avec Zurich. Et donc, dès le début, alors, en fait, Muradekin a joué son premier match à 3 contre la Grèce, le match amical du 1er septembre. Et là, il avait joué à 3. Alors, configuration un peu particulière. Chacun avait été testé positif au Covid quelques heures avant. Donc, a priori, il avait dû s'adapter à ce moment-là et il n'était pas resté dans une défense à 3 parce que c'était un match qui comptait pas vraiment et qui devait surtout jouer plus que gagner. Mais du moment que la Suisse a joué un match officiel sous Murat Yakin, elle a joué avec une défense à 4. Alors, c'est un principe auquel il veut se tenir. Il y est, je ne pense pas qu'il soit totalement obtus avec ce principe, dans le sens où il l'a fait de nombreuses fois en club, que ce soit à Guettet, à Chafouz, bon, pas Bâle, je crois qu'à Bâle, il ne l'avait pas fait, mais il l'a fait, c'est quelque chose qu'il a utilisé souvent. Maintenant, je pense qu'il considère qu'avec cette équipe de Suisse, avec les défenseurs qu'il a, donc Akanji, Elvedi, c'est qu'il faut défendre un peu plus haut et puis qu'il faut défendre par anticipation surtout plutôt que défendre dans sa surface où la défense à 3 pour être plus pertinente parce que tu quadrilles un petit peu mieux ta surface. Lui, je pense qu'il considère que c'est la meilleure façon de se protéger, c'est vraiment de jouer à 4, c'est vraiment d'être un peu plus haut sur le terrain plutôt que de subir, parce qu'on sait que la Suisse, quand elle subit, elle est en difficulté généralement. Et elle l'avait montré notamment à l'Euro, elle l'avait montré notamment dans ce match contre l'Italie à Rome, mais pas seulement, mais aussi avant, aussi après. Et donc, je pense qu'il part de l'idée qu'une défense à 4, un milieu à 4 et défendre en 4-4-2, c'est ce qui lui permet de quadriller le mieux le terrain, ce qui lui permet de se protéger le mieux, sans presser trop haut, sans défendre trop bas, avec un bloc médian actif. Je pense il est convaincu que c'est ce qui convient le mieux à son équipe. Et je suis pas sûr qu'il se trompe vraiment à ce niveau-là. À mon avis, il a même plutôt raison. Il y a trois néophytes dans cette équipe de Suisse, hein. Philippe Kuhn, Brian Oko, 18 ans, qui a été formé au Team Vaux. Les deux jouent à Red Bull Salzbourg. Et Kasri Timeri, la pépite du Servette FC qui a 21 ans. Est-ce que c'est un contexte idéal pour trois jeunes joueurs comme ça de découvrir l'équipe A dans un choc, une finale de groupe C pour des qualifications pour une Coupe du Monde? Parce qu'en général, c'est plutôt un match contre la Biélorussie amicale où on lance des jeunes, on leur donne peut-être 2 minutes de jeu. Bon, je pense qu'il y a trois cas différents, hein. Philippe Cohn, bah, voilà, tu as Gregor Kobel qui est absent et il fallait un troisième gardien. Prendre Philippe Cohn qui joue à la Ligue des Champions avec Salzbourg, il n'y a aucun problème. Enfin, pour être troisième gardien, il n'y a aucune difficulté. Enfin, il sera là pour faire le nombre. Euh, Brian Oko et Kasret Timeri sont des cas différents. Moi, je ne pense pas que c'était le moment vraiment d'appeler les deux. Maintenant, il y a des raisons de les expliquer les deux. Kasret Timeri, alors c'est plutôt bon avec sa tête, même s'il peut être un petit peu inconstant, mais il met des buts, il est dans la provocation, il est dans son jeu, même s'il se disperse parfois. Mais surtout, il a été très, très fort avec les moins de 21 en octobre, notamment, contre les Pays-Bas et en Bulgarie. Ouais. Et disons que c'est une façon de considérer de considérer que les prestations en moins de 21 sont une bonne rampe d'accès aussi pour arriver en A. Alors, le fait est que Castres-Timeri ne connaît pas le haut niveau au-delà de la Super League et puis du football de moins de 21 ans. Est-ce qu'il est plus pertinent qu'un Iten, qu'un Lotomba, qu'un Lauper? Enfin, il y avait sur la liste, il y en a quand même quelques-uns. Ça, on peut se poser la question. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'Imeri, quand il a joué dans un match de haut niveau, et là, je prends un témoin l'Euro Monde 21 en mars, et qu'il est rentré dans un de ces matchs, il a toujours eu un impact. Et il est clair que Casri Timeri ne va pas être titulaire contre l'Italie, sans doute pas contre la Bulgarie non plus. Par contre, se dire que peut-être il peut rentrer et peut-être il peut, parce qu'il a un côté un petit peu de folie, il va dans la prise de risque et qui peut amener quelque chose d'un petit peu différent, pourquoi pas? C'est surtout un pari plus qu'autre chose. Brian Oko, c'est encore différent. Brian Oko, il a 18 ans. Il a joué une demi-heure avec Red Bull Salzbourg en Coupe d'Autriche cette saison, enfin d'ailleurs de toute sa carrière. Généralement, il joue avec la Youth League ou l'équipe de deuxième division en Liefering, ou alors il est sur le banc du Red Bull Salzbourg. Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est un énorme espoir du football suisse. Alors, en le prenant, tu lui fais découvrir un petit peu le terrain, le groupe, le niveau aussi. Et surtout, tu ne délestes pas les moins de 21 qui ont déjà des bons défenseurs, à commencer par Omer Ragic, à commencer par Burch de Lucerne. Tu ne les délestes pas en prenant leur troisième ou quatrième défenseur central. Tu prends un joueur d'avenir, tu lui montres le groupe,
et tu lui fais découvrir un petit peu cette ambiance un petit peu différente, tout en sachant qu'il y a presque aucune chance qu'il joue, puisqu'il y a Cher, Akanji, Fabien Frey qui peut jouer derrière, Chomert aussi. Enfin, donc voilà, il n'y a aucune chance qu'il joue en défense centrale quasiment. Donc voilà, c'est une façon de lui faire découvrir. Moi, ça me dérange un petit peu parce que je pense que l'équipe de Suisse, c'est quand même une forme de récompense. Il y a comme une hiérarchie dans le football de haut niveau et l'équipe nationale doit arriver un petit peu plus tard qu'il faut avoir montré quelque chose à un certain niveau avant d'atteindre l'équipe de Suisse. Ah, maintenant, enfin voilà, c'est un choix. Il est là pour faire le don plus qu'autre chose. Écoute, si dans 3 ans, il se retrouve à être le défenseur leader de l'équipe de Suisse parce que 3 ans plus tôt, il aura découvert le groupe et puis qu'il se sera imprégné du groupe et puis qu'il aura grandi dans ce groupe aussi, eh ben, on dira que Radekin a une très bonne idée. Maintenant, je pense qu'en termes de hiérarchie, on fait pas tout juste non plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire, à force de brasser les cartes comme ça et puis de donner l'occasion pour un match comme ça, en plus, qui est quand même le choc, le match le plus important de l'équipe suisse cette année. Quel signal on donne à ces jeunes? Enfin, que c'est facile d'arriver en équipe de Suisse, même si je dis pas qu'ils ont volé leur place, hein. Ouais, et c'est clair que oui, je pense que le signal n'est pas très bon, ou alors il faut l'accompagner d'une bonne discussion, d'une bonne explication aussi pour ceux qui ne sont pas pris. Pourquoi Béchir Omeragic n'est pas pris alors qu'il était dans le groupe à l'Euro, qu'il est titulaire indiscutable à Zurich, qui fait une excellente saison, un excellent début de saison. Euh, je pense que la raison, c'est pas ce qu'il est important pour les moins de 21, mais ça, il faut l'expliquer. Il faut expliquer aussi au public. Ça n'a pas été fait pour l'instant. Il faut expliquer à Sandro Lauper, qui est titulaire en Ligue des Champions avec IB et qui est de piqué sur la liste, alors que Oko n'y était pas, pourquoi lui n'est pas pris. Ça, je ne sais pas. Enfin, Lauper qui avait été pris en septembre, qui avait été rappelé en septembre, là, n'est pas rappelé. Alors peut-être parce qu'il est considéré comme, par Muratekin plutôt comme un milieu que comme un défenseur central. En défense centrale. Et pas tout le temps. Enfin, alors certes, IB perd, mais Lauper n'est de loin pas le plus mauvais de cette équipe. Donc voilà, pour moi, il y a un peu des inadéquations. Le discours est particulier. Le message n'est pas très clair. Et pour moi, il faut l'accompagner d'explications. Il faut expliquer. Alors maintenant, on est en train de débattre sur des joueurs qui vont être là pour faire le nombre plus qu'autre chose. C'est très peu probable, en tout cas pour Oko, en tout cas pour Keun, peut-être un petit peu moins pour Emery parce que Zuber est maintenant blessé, que c'est très peu probable qu'eux rentrent sur le terrain à Rome, peut-être à Lucerne. Donc, il ne faut pas non plus s'agiter plus que ça, mais il faut se poser des questions. Quelle est la ligne dans laquelle Ratekin veut s'inscrire avec ses convocations? Je n'ai pas encore fait le compte, mais à mon avis, depuis qu'il est arrivé, Yakin n'est pas loin de 30, 35 joueurs différents qu'il a convoqués entre rassemblements. Alors, il a été aidé par les blessures, et c'est clair. C'est clair que si Zeziguer était apte, lui qui avait été appelé en septembre, il aurait été appelé en octobre, il aurait été appelé encore en novembre. On ne parlerait sans doute pas de Brian Oko, mais il se trouve que Yakin a déjà un petit peu brassé les joueurs qui s'offrent à lui. Très rapidement, parce que le temps file, mais on va quand même aussi aborder des choses un peu plus concrètes, des joueurs qui sont sur le terrain, et notamment Xherdan Shaqiri, qui a enfin joué dans l'axe avec l'OL. Et puis lui, ben, on compte beaucoup sur lui vendredi. Il aura peut-être d'autant plus, il y aura d'autant plus le focus sur lui, vu toutes ses absences, tous ces cadres qui seront pas là. Ouais, alors c'est clair qu'en club, il est critiqué parce qu'à Lyon, il n'est pas bon. Lyon n'est pas très bon non plus, mais Lyon, il est souvent pas bon sur le côté droit. Il a joué en Europa League dans l'axe où ça s'est passé un petit peu mieux. Il a pu trouver 2, 3 passes. Je crois que ce qui est important, surtout avec Shaqiri pour l'équipe de Suisse, c'est qu'en club, il joue. En club, il a un rythme. Et ensuite, en équipe de Suisse, voilà, c'est tout le temps un autre contexte. Rien que par sa présence, il est important parce qu'il amène d'autres choses. Il amène des idées différentes. Et c'est important qu'il ne soit pas blessé, tout simplement. C'est important et si en plus il est en forme, c'est encore mieux. Donc, évidemment que c'est un leader de cette équipe. Évidemment qu'il doit lui aussi se racheter du match à Rome où il n'avait pas été très bon. Mais je pense qu'il va être dans un contexte qui le convient bien. Yaki le met dans un contexte qui le convient bien, c'est-à-dire ce 4-4-2 ou 4-2-3-1, comme on veut, mais où il est un peu libre derrière l'attaquant. On verra qui sera l'attaquant. Est-ce que ce sera Gavradovic? Est-ce que ce sera Okafor? Si c'est Okafor, il pourra lui trouver de la profondeur et amener des choses très intéressantes. Je pense, si c'est Gavradovic, il a aussi une présence dans la surface qui pourrait être trouvée. Donc voilà, il peut se mettre en valeur parce que surtout, ça va être des actions de rupture. Il n'était pas là à Bâle contre l'Italie. Il sera là cette fois à Rome. Disons que si la Suisse veut faire un exploit, c'est toujours mieux que Shaqiri soit là. Dernière question, si tu étais dans la tête de Murat Yakin,
tu mettrais Noah Okafor ou Mario Gavranovic devant vendredi? Lequel Ah, moi, choisirais-tu? moi, je mets Noah Okafor. Il faut de la profondeur. C'est après acquis qui aura des espaces dans la défense italienne. Celui qui est le plus à même de les prendre et qui est en plus en forme en ce moment, qui marque des buts en Ligue des Champions, c'est Noah Okafor. Et Gavranovic, c'est un très bon bloqueur, à mon avis. Très bien, merci beaucoup. On va finir là-dessus, Valentin, avec une note positive. À tout bientôt dans la brasserie et Merci, bonne Sylvain. suite avec l'équipe de Suisse. Merci. C'est au tour de Cyril Pache de nous rejoindre dans la brasserie du mardi. Salut Cyril. Salut Sylvain. J'aimerais qu'on se penche ensemble sur le HC Bienne. Le HC Bienne qui voit la pause des équipes nationales d'un bon œil, disons. Ouais, il y a eu beaucoup de blessés depuis le début de saison en fait. Et puis voilà, c'est comme c'est le cas souvent pour la plupart des clubs. Cette pause de novembre en général tombe bien parce que ça permet un petit peu de penser les derniers bobos puis de récupérer des joueurs blessés. Mais ouais, je sais bien, c'est vrai que c'est particulièrement frappant cette saison parce qu'il y a eu vraiment énormément de blessés. Beaucoup de joueurs clés en fait qui ont été blessés, notamment chez les étrangers. Hein, ils ont rarement joué au complet, en tout cas pas ces dernières semaines. Et puis voilà, la pause va permettre un petit peu de retrouver une équipe plus ou moins au complet à la rentrée. Donc Bienne qui a gagné 6-2 dans le derby face à Berne avec une soirée riche en émotions avec le maillot retiré de Mathieu de Chantré. C'était assez fort. Ouais, c'était une belle soirée en tout cas. Je pense que les supporters biennois ont pas regretté d'être venus au stade. Oui, il y a eu la cérémonie avant le match avec le retrait du numéro 12. C'est le deuxième numéro qui a été retiré à Vienne après celui d'Olivier Anken, le numéro 30. Donc, le gardien de légende du club qui a gagné 3 titres dans les années 80. Et voilà, bah, ça a commencé par cette cérémonie, une cérémonie un peu, on va dire, typique biennoise, quoi, qui était assez simple, mais voilà, forte en émotion. Et puis après, le match, c'était pas le match de l'année, c'était en deux équipes qui étaient un petit peu. D'un côté, il y avait bien un peu diminué quand même avec tous les blessés, de l'autre, Berne, qui est plus le grand Berne. Donc au début, ça a donné un match un peu bizarre. Puis après, ben, à la fin, ça a été le festival de buts. Donc chez les fans biennois, tout le monde est reparti très heureux de la patinoire. Toi, c'est quelque chose que tu as relevé et que tu relèves souvent, c'est ce jeu, ce spectacle qui est à Bienne sur la glace. C'est une équipe qui est intéressante à avoir joué dans le championnat suisse. Ben ouais, pour moi, alors, je ne vais pas être trop chauvin, mais pour moi, c'est l'équipe la plus cool à avoir joué. Puis ça date pas de cette année, c'est déjà le cas ces dernières saisons. Voilà, il y a une philosophie de jeu, un esprit. Il y a toujours un peu du panache, quoi. Alors, quand ça fonctionne pas, il y a vraiment rien qui fonctionne. Et puis, là, c'est des purges, mais ça arrive pas souvent. Par contre, je crois que c'est le plus important au-delà des résultats, c'est que les gens, quand ils vont voir jouer leur équipe, souvent, ils repartent contents, quoi. Ils voient du spectacle, ils voient des beaux gestes, il y a du jeu. On sent qu'il y a une idée là derrière. Et puis, on ne sert pas un truc insipide euh, juste au prétexte de gagner des matchs. Donc, ça va au-delà de ça et je trouve que c'est ça qui est beau, quoi. Enfin, pour les supporters du HC Bienne, c'est vraiment des belles années pour être fan de ce club. Parce que non seulement l'équipe est performante, mais en plus, il y a vraiment du jeu, quoi. Moi, je trouve que par moments, c'est beau à voir. Il y a Malheureusement, aussi c'est beaucoup, pas. il y Ouais. a aussi beaucoup de joueurs qui sont taillés pour ce jeu. Enfin, ça, c'est le mérite du directeur sportif de Martin Steinegger, qui a vraiment bâti ces dernières années une équipe avec beaucoup de joueurs qui ont énormément d'aptitudes techniques. Alors souvent, en Suisse romande, bien, on a toujours un peu l'impression que c'est la surprise, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont pas très connus en Suisse romande, on va dire, des Fabio Fer, Tino Kessler. Qui a mis un doublé, hein, c'est faire rare. Ouais, exactement, il a fait un doublé. Michael Hugli, Mike Kunsley et compagnie, c'est pas des noms hyper clinquants par chez nous, mais c'est des joueurs qui ont un niveau de jeu qui est vraiment très, très, très élevé. Et puis, voilà, l'équipe, c'est une équipe qui tourne bien, c'est un groupe qui vit bien. Voilà.
Puis il y a des jeunes joueurs, hein, comme tu les as évoqués, des joueurs suisses aussi. Il y a Noah Delémont. Alors, contrairement à ce que son nom laisse entendre, il ne vient pas de Delémont, mais d'Orvin, c'est près de Bienne, hein. Il est international suisse, moins de 20. Et puis, il, il joue quand même malgré une grosse concurrence en défense dans les rangs du HC Bienne. Il a sa chance quand même à 19 ans. Alors, ouais, en effet, il a mis du temps un petit peu à se faire une place dans l'équipe. Tormanen ne l'a pas lancé tout de suite en début de saison, même s'il avait fait une bonne phase de préparation. Là, il a dû attendre qu'il y ait des blessés pour qu'on lui donne sa chance. Au début, ça ne s'est pas super bien passé. Son premier match était assez quelconque. J'en avais parlé avec lui, il m'avait dit ouais, que c'est pas vraiment qu'il était nerveux, mais voilà, c'est pas bien allé. Et puis, du coup, après, on l'a renvoyé en junior. Alors, forcément, il était un peu déçu. Et puis, tout à coup, de nouveau, voilà, sa chance est revenue. Et ce qui est bien à Bienne, c'est qu'on ne va pas prendre un jeune et puis le mettre dans le quatrième bloc si c'est un attaquant, et puis lui dire, voilà, tu fais gaffe de surtout pas faire d'erreurs, des choses comme ça. Ou si c'est pour un défenseur, on ne va pas le mettre forcément en septième défenseur et puis lui dire, le seul truc que tu fais, c'est de dégager le puck et surtout, tu ne fais pas d'erreur. Au contraire, euh, on laisse beaucoup de liberté aux joueurs. Et puis, en plus, Noah Delémont, c'est un joueur qui est ultra offensif. Donc, pour lui, ça lui va bien. Et le grand avantage qu'il a eu, c'est qu'on l'a mis aussi à côté d'un routinier comme Beat Forster, quoi. C'est quand même un gars qui a 5 ou 6 titres de champion. C'est vraiment, il avance plus très vite, mais il est tellement intelligent dans son jeu que ça déteint justement sur un jeune qu'on place à côté de lui. Et voilà, Noël Delémont est vraiment une très, très bonne surprise cette saison. C'est aussi un de ces joueurs qui est vraiment beau à voir jouer, quoi. Il est très C'est tout un offensif aussi, spectacle. hein. Pardon. Il est très offensif aussi, hein. Il est très offensif. Il prend beaucoup de risques et il a vraiment énormément d'aptitudes offensives. D'ailleurs, Turmanen le fait jouer en power play, que ce soit 54 à 53. Et c'est même le troisième défenseur le plus utilisé de l'équipe en power. Il y a aussi est-ce que la recette, le secret un petit peu de HCBN, c'est de laisser le temps aux joueurs de revenir. Je ne sais pas si on prend l'exemple de Damien Brunner qui marche quand même pas mal cette saison. On lui a laissé le temps de revenir et de retrouver sa place et de devenir un joueur important de l'équipe. Euh, ouais, quand il y a des blessés, des absences, il y a aucun joueur qui se sent vraiment qui est sous stress, qui doit revenir plus tôt que prévu parce que voilà, parce qu'il est indispensable. Au contraire, c'est une équipe qui est bien équilibrée. Quand il y a des blessés, ben voilà, on va mettre un junior à la place. Si c'est l'ailier gauche du premier bloc qui est blessé, ben, on va prendre un junior et puis on va le mettre à l'aile gauche du premier bloc. Donc voilà, on ne se pose pas trop de questions. Et puis, ça donne aussi du temps à ceux qui ne sont pas là pour diverses raisons, hein, que ce soit des blessures. Il y a eu le cas de Gaëtan Haas aussi, qui a été blessé pendant 3 bonnes semaines. Et ben voilà, l'équipe tournait bien, même en son absence. Donc, d'un autre côté, ça laisse aussi un peu plus de temps pour bien guérir, pour se remettre dans le bain. Et puis, il y a jamais de pression d'être là à tout prix. Toi, tu avais rencontré. Concernant Damien Brunner, ben ouais, lui aussi typique. On voit que depuis qu'il arrive à Vienne, il se sent bien parce que je pense que c'est la première fois dans sa carrière où il n'a pas trop de pression, quoi, en fait. On le laisse un peu jouer comme il veut. S'il marque, tant mieux. Quand il ne marque pas, il n'y a jamais personne qui va rien lui dire. Donc, lui, il est tranquille. En plus, il joue enfin, c'est la ligne des Zurichois avec Luca Conti et Mike Kinsley. Donc, ça fait quand même déjà 2 ou 3 saisons qu'ils jouent ensemble et c'est une ligne on voit qu'ils s'entendent bien, quoi. On les bien, on les appelle Artonice, quoi, dans les bonnes soirées. C'est beau, c'est beau. Lucas Kunti qui s'est blessé, sauf erreur, hein, qui se rajoute à la longue liste. Voilà, ouais, lui, il s'est pris une tomate sur la cuisse, donc c'est rien de grave, mais c'est en effet une tomate qu'on a déjà eu. C'est vrai que c'est douloureux, puis c'est en diffusion pendant un temps, quoi. Ouais. Rien de grave, on va dire, c'est pas une absence de longue durée. Et par rapport aux étrangers, on l'a évoqué en début ensemble, il n'y a plus que Rayala et puis Löw qui s'est aussi blessé. 2 étrangers sur 5 qui étaient alignés. On n'a plus qu'un en fait. Et Rayala, parle-nous de Rayala qui revient un petit peu cette saison, peut-être à son meilleur niveau, puis c'est un joueur intéressant aussi.
Ben, Rayala, alors, c'est la saison passée, donc la saison du Covid à huis clos, elle a été absolument terrible pour lui. Je Mhm. crois qu'il a aussi pas mal, il a mal vécu aussi cette période en dehors de la glace. Ça, on l'oublie souvent chez les sportifs. C'est vrai qu'on doit rester à la maison 24, enfin presque 24 heures sur 24 et puis qu'on ne peut plus rien faire. Ça peut aussi pas mal taper sur le moral. Et lui, c'est justement un des gars qui a mal vécu cette période. Et cette saison, c'est pas. Alors, offensivement, c'est pas encore le Rayala des grandes années, mais c'est un Rayala qui a un peu mûri, quoi, qui a changé son jeu aussi. C'est moins un shooter et il est plus complet dans son jeu, quoi. D'ailleurs, il a beaucoup d'assists, il a moins de buts, mais son jeu est plus diversifié. Il est plus dangereux, il est aussi plus précieux pour ses coéquipiers. Avant, c'était un peu un joueur unidimensionnel qui faisait que de shooter. Et puis, voilà, quoi. Les soirs où il ne marquait pas, il ne servait absolument à rien. Alors que là, maintenant, ça a changé, quoi. Il arrive aussi un peu à fabriquer du jeu. Et puis, ben, voilà, il est en tête des compteurs, en tout cas à Bienne. Il va bien. Et c'est une bonne chose concernant les autres étrangers. Ben, euh, le recrutement des étrangers, ça n'a pas forcément été le fort du HC Bienne ces dernières années. Mais là, cette année, Steinegger et l'équipe technique sont vraiment tombés sur des très très bons joueurs. Malheureusement, ils n'ont pas pu souvent jouer au complet. Euh, il y a un cinquième étranger qui venait d'arriver, il s'est blessé à son 3e ou 4e match, donc voilà, c'est la poisse. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que le HCBN aurait la possibilité de jouer à 5 étrangers au lieu de 4 depuis que Yanis Moser est parti en Amérique du Nord. Et malgré cette possibilité, ils ne l'ont toujours pas fait cette saison. Comment tu expliques ça? Ben, il n'y avait pas la nécessité, disons que l'équipe tournait bien à 4 étrangers. Mhm. Et ben, la direction sportive voulait aussi attendre de trouver vraiment un 5e étranger qui soit vraiment un joueur qui puisse faire la différence. Ils ont attendu longtemps, ça s'est pas tout de suite fait. Et puis voilà, après, ils sont venus encore les blessures et du coup, Bienne n'a jamais joué à 5 étrangers. Le temps file, mais peut-être pour conclure, on va peut-être revenir sur Guy Thomas qui vient de NHL, qui est un pur produit biennois, qui a signé un long contrat, hein, sauf erreur, à Bienne, puis qui est plutôt jeune, avec cette idée au bout d'aller chercher ce titre. Ouais, c'est un contrat de 5 ans. Ben, il revient à Bienne beaucoup plus tôt que prévu, en fait. Enfin, lui, il l'avait toujours dit qu'il voulait qu'un jour, il rejouerait à Bienne là, dans son club formateur. Maintenant, il est déjà de retour à 29 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, 29 ans. Donc, c'est vraiment le meilleur âge hein, pour un joueur de hockey. Et ben ouais, il a été champion à Berne. Mais je pense que pour tous les joueurs comme lui qui sont au fond d'eux des clubistes, là, je pense à Julien Sprunger à Fribourg, par exemple, il n'y a rien qui peut surpasser le fait de gagner un titre avec son club formateur, quoi. Donc, voilà, Gaëtan a gagné à Berne, mais je pense que pour lui, le sommet de sa carrière, c'est s'il peut le gagner à Bienne. Et là, franchement, avec l'équipe actuelle, c'est possible. Très bien. On va finir là-dessus. Ça a déjà passé les 10 minutes, ça passe très très vite. Merci Cyril pour ce tour d'horizon du HC Bienne. Merci à toi, Sylvain. Et puis à bientôt dans la brasserie du mardi. À bientôt. Ciao, merci. Florian Van nous rejoint dans la brasserie du mardi. Salut Florian, bienvenue. Ciao, c'est toi. Alors, on va parler avec toi du LS Cancre de Super League. Bon, ça, c'est pas forcément nouveau, mais ça commence un petit peu à être frustrant avec 3 rencontres contre Getse, contre Lucerne et contre Lugano. Des adversaires qui étaient prenables et surtout où il faut faire des points quand tu es lanterne rouge. Le LS, malheureusement, a fait, je crois, 4 points contre ces 3 équipes. C'est insuffisant. Ouais, je suis un peu floué par le football en ce moment parce que j'ai l'impression que les matchs sont presque écrits d'avance. On regarde Servette, on regarde le Lausanne Sport. J'ai vraiment l'impression que on sait comment ça va se passer, quoi. Du côté du LS, ce sera
pas mal d'actions, des grosses actions, des gros loupés, une latte éventuellement, etc. Et puis une défaite frustrante avec, il y avait ce penalty contre Lugano là, qui vient un peu de nulle part. Il y avait cette frappe que Castello aurait dû avoir il y a une semaine contre Lucerne. J'ai vraiment l'impression que c'est écrit à l'avance. C'est comme c'est Servette ce week-end, ils peuvent rebondir. Mais pour 2 centimètres, le coup de tête de Stevanovic n'entre pas, puis on continue de parler de spirale négative, etc., etc. C'est assez perturbant en fait. Il n'y a plus de suspense dans le championnat suisse, tout est écrit. Ouais, non, mais c'est drôle parce que non, mais c'est comme si on avait écrit vraiment les matchs à l'avance voilà, pour que la situation reste inchangée, frustrante et inchangée. Quelque chose qui a changé, c'est le jeu du Lausanne Sport. Il y a quand même de la progression, notamment ouais, au niveau du jeu, ça se passe bien. L'entraîneur Borenovic a dit à l'interview qu'on ne joue pas comme un dernier. Toi, tu le constates aussi, ce renouveau un petit peu dans le jeu. Ouais, non, tout à fait, tout à fait. On commence à avoir un projet de jeu, avoir quelque chose, on ne peut pas encore parler exactement de solidité, tout reste assez fragile, mais oui, ce LS, c'est finalement de plus en plus plaisant à voir, où les premiers matchs, on se demandait effectivement ce que cette équipe allait bien pouvoir faire en Super League cette année. Là, il y a quelque chose, ça se tient vraiment un fil. On pourrait parler de bons matchs avec 1 point ou 3 au final, et puis là, on parle plutôt de spirale négative, mais oui, je trouve que ouais, Lausanne a de plus en plus les clés du match, a de plus en plus les moyens de faire mal à son adversaire. Il faut encore du temps pour qu'il y ait des points, j'ai l'impression. Il faut peut-être aussi un petit peu plus de tranchants devant en attaque. C'est peut-être un peu ça le souci. C'est pas peut-être, c'est beaucoup plus de tranchants devant. Ouais. C'est assez fou ce qui se passe au LS en ce moment à ce niveau-là. Alors oui, marquer des buts, c'est le plus difficile dans le football, mais là, il y a vraiment des gros ratés. Et si on pense au dernier but qu'a inscrit le Lausanne Sport, c'est une frappe de Kukurozovic qui est finalement déviée et puis qui trompe le gardien Lucerne. Donc il faut aussi un peu de chance pour que ça rentre. C'est dire à quel point le laisse à la fois proche de faire la différence et tellement loin en même temps, parce on constate un vrai problème à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que c'est que lié au fait que cette attaque, elle est vraiment très très jeune? C'est bon, on peut tout mettre sur le dos de la jeunesse, on peut rien mettre sur le dos de la jeunesse. Oui, non, c'est aussi une question de réussite, c'est aussi une question de blessés, c'est aussi une question de psychologie, quoi, de spirale infernale pour le moment. Mais enfin, oui, bien sûr que cette attaque est jeune, bien sûr que les éléments expérimentés sont pas là ou pas assez en forme pour donner un peu plus d'aplomb, quoi. Maintenant, je veux dire, Zeki Amdouni, c'est comment on fait pour mettre des ballons derrière la ligne. Je veux dire, Hicham Mahou, la même chose, Cameron Puertas, la même chose. Voilà, mauvaise passe, mauvaise passe. Amdouni, j'aimerais bien qu'on se penche sur lui parce que c'est quand même assez incroyable. Il a réussi le saut de la Challenge League à la Super League. Il a joué une saison et demie en Challenge League. Et puis là, c'est quand même faire le meilleur buteur du LS et surtout, c'est l'attaquant un petit peu vedette du club. En l'absence de Turcas, il avait quand même pas mal de pression sur ses épaules, en l'occurrence, cette saison. Et puis, il assume, quoi. Ouais, mais alors, j'adore ce joueur et tu parles de pression, ça tombe bien. Je trouve qu'on lui en met presque un peu trop. Là, j'ai encore lu l'interview qu'a fait notre collègue André Boschetti de Souleymane Cissé, le directeur sportif, qui disait qu'il comptait vraiment sur Zeki Amdouni, qui est l'attaquant numéro 1 presque de cette équipe, etc. Faut pas oublier qu'il vient de Challenge League, faut pas oublier qu'il est jeune. Alors, c'est un super joueur, un gros potentiel, etc. Et je suis très, très content qu'il ait eu des responsabilités au LS et qu'on lui fasse confiance. Et je suis sûr qu'il va répondre positivement à ça. Et il a déjà répondu positivement à ça. Maintenant, il faut quand même se rappeler d'où il vient. Il faut quand même pas lui demander d'inscrire 2 buts par match et de régler tous les problèmes du LS à lui tout seul. Mais il est capable de faire une grosse saison. C'est sa première saison en Super League. Il est vraiment capable. Il s'est adapté très vite. Je me rappelle de ses débuts à Stade Lausanne-Ouchy. Ça a tout de suite été impressionnant. C'était un match où Stade Lausanne a marqué 4 buts, où il était impliqué quasiment à chaque fois. Des dribbles, des frappes, des buts, etc. Des passes décisives. Il y a tout et il s'adapte très vite. Là, pareil, en quelques matchs de préparation, il était au niveau avec ce LS. Maintenant, juste, faut se rappeler d'où il vient, il faut se rappeler de son âge et lui laisser un peu de temps, pas lui mettre tous les modes, cette spirale négative sur les épaules, ce serait pas correct. Non, mais en même temps, c'est quand même celui qui est le plus décisif. Je sais pas, si on passe en revue un petit peu l'attaque lausannoise, on est obligé un peu de compter sur lui.
Ouais, bien sûr, mais je veux dire, Hicham Maou peut aussi mettre des buts, Cameron Puertas peut aussi mettre des buts, Trey Cole peut aussi mettre des buts. Franchement, il y a beaucoup de joueurs très talentueux pour qui ça se passe mal en ce moment à la finition, mais c'est pas dit que Zeki Amdouni finisse meilleur buteur, quoi. Est-ce qu'avec le retour de, je sais pas, Turquez peut-être, avec la remise en forme de Myron George, on sait pas. Je veux dire, moi, je suis nouveau, je le répète, c'est très bien que Zeki Amdouni ait des responsabilités, c'est très bien qu'il ait sa chance, il peut y répondre positivement, mais voilà, faut pas. Nous, j'ai pas envie d'en faire le leader numéro un de cette équipe et de trop en attendre de lui, ce serait injuste. Il y a une arrivée récemment au LS, Lamine Koné, c'est un défenseur d'expérience qui a joué à Strasbourg et notamment 45 matchs à Sunderland à l'époque où ils étaient en première ligue. Euh, ok, c'est bien, un joueur d'expérience en défense, 32 ans, mais il manque ça aussi en attaque. Euh, Il n'aurait pas dû arriver en oui, attaque plutôt ce joueur, je sais dans le pas. secteur offensif, disons. Mais non, parce que c'est le signe que ça se passe finalement presque bien en attaque au LS, en fait. C'est le signe qu'il y a pas forcément besoin d'un autre joueur. Il y a peut-être juste besoin d'un déclic, juste besoin d'un match de folie où Lausanne en met 4, en met 5, triplé d'Amdouni, je ne sais pas. Moi, je suis convaincu de ça. Et je suis convaincu aussi que le LS a besoin de prendre moins de buts stupides. Alors, c'était nouveau, ce penalty est très malheureux. Il vient de nulle part contre Lugano. Pareil pour le but d'Ugrinic contre Lucerne. Mais non, je pense que cette arrivée va faire du bien. Je pense qu'il il a l'air d'avoir une assez bonne réputation, joueur. Les messages qu'on suivi son arrivée au LS sont positifs. Il y a la blessure de Simone Grippo aussi. On ne sait pas pour combien de temps il en a, alors qu'il avait vraiment bien matché avec cette défense. Non, c'est bien. Franchement, je pense que le LS a visé juste finalement un très bon joueur pour encadrer des Anel Luzic, par exemple, derrière. Non, je vois ça d'un bon oeil. Le travail là pendant la trêve pour Lausanne, ça sera de travailler le secteur offensif. Je sais que Boranovic avait travaillé justement plutôt la défense lors de la dernière trêve estivale. Là, ce sera plutôt l'attaque, même s'il y a d'autres chantiers. Ça va faire du bien en fait. C'est positif cette trêve pour l'entraîneur. Ouais, je trouve toujours la question un peu. Tu sais, c'est tout, quand ça se passe mal, une pause, c'est toujours positif. Quand ça se passe bien, une pause, c'est toujours négatif. Je sais pas, ça va laisser un peu de temps à LS d'apprendre à mieux se connaître, à trouver des meilleurs automatismes. Peut-être de la spontanéité. Maintenant, je pense que le déclic, Lausanne doit aller le chercher en match, doit aller chercher une bonne victoire contre Saint-Gall, une bonne victoire, je sais pas, contre Servette peut-être. Vraiment une victoire de feu, quoi, qui fasse du bien. Je pense que s'entraîner un moment, c'est bien, mais même chez ce Lausanne-là, je sais même pas si c'est si bien que ça, quoi. Ils ont besoin de buts, ils ont besoin de spontanéité dans le jeu, parce qu'on voit que quand ils sont spontanés, ça se passe super bien. Non, il faut des matchs maintenant. Il faut des matchs et que ça tourne. Ouais, mais tu as parlé de ce choc contre Saint-Gall, ce sera le prochain match le 21 novembre. C'est Saint-Gall qui vient de faire tomber IB et Bâle. C'est pas forcément. C'est un programme chargé, hein. J'ai vu qu'ils jouent aussi à Bâle, à Sion, le LS, ça va être compliqué. Mhm. Ouais, bah, enfin, c'est la Super League, ça. Bâle, Sion, Saint-Gall, c'est une bonne équipe, une équipe moyenne, une équipe un peu moins bonne peut-être. Je trouve que enfin, si on voit ça de cet œil, le programme est toujours compliqué. Je pense que le LS a les armes pour rivaliser avec n'importe qui, même si Young Boys dans un bon jour c'est compliqué, même si Bâle dans un bon jour c'est compliqué, on peut peut-être enlever ces deux-là. Maintenant, Saint-Gall est pas hors de portée, vraiment pas. Faut pas les voir trop gros. Je me réjouis du retour de Isaac Schmidt d'ailleurs, qui était un très bon, un joueur très prometteur du LS qui a le droit de plus en plus de minutes de jeu à Saint-Gall. On lui fait vraiment confiance. Il a failli marquer ce week-end, il a tapé le poteau. C'est dommage pour lui, mais il y a peut-être une belle histoire qui va s'écrire plutôt pour lui que pour le LS au prochain match. Ouais, Ouais, mais ça, c'est assez révélateur. C'est dommage qu'il soit parti. C'était un jeune du LS qui n'a pas eu sa chance. ouais bah, ma foi, il a aussi pas mal de problèmes de santé qui ont compliqué ça. Je veux dire, on peut pas dire que le LS fasse pas confiance à ses jeunes. Ça, je crois que c'est injuste maintenant. On peut plus le dire. Il y a peut-être une époque où c'était le cas. Maintenant, on peut pas dire, ma foi. Le LS a vu l'étendue de ses capacités, des capacités de son effectif. Ils se sont dit que voilà, Isaac Schmidt n'était pas fait pour ça. Il a reçu une bonne offre de Saint-Gall. C'est très bien pour lui, franchement. C'est très bien qu'il soit allé là-bas. Le LS n'a pas non plus à le pleurer. Non, les choses sont bien comme ça. Là, la situation, elle n'est pas encore alarmante, hein.
malgré la Non, lenteur. mais je crois pas. On aime bien parler de crise un peu partout, à Servette, Voilà. à Neuchâtel, au LS. Et moi, je suis pas le type qui parle de ça. Ces gros mots m'énervent un peu. Il n'y a rien d'alarmant. Je veux dire, quand tu vois qu'à Servette, ça s'est joué à 1 centimètre pour que le résultat soit différent ce week-end, je veux dire, tu peux faire toutes les tests que tu veux, mais ça ne s'est pas joué à tant que ça, quoi. Donc, non, non, la même chose. Je ne crois pas qu'il faille réclamer la peau d'Ilya Borenovic, qui est un entraîneur très compétent. J'espère vraiment que ça va tourner pour lui. Il le mériterait. Maintenant, c'est aussi à lui de prouver qu'il sait faire des points, qu'il sait faire des victoires. Mais non, on va pas s'enflammer. On fera un bilan plus complet à la pause, je pense. Mais là, il reste 5 matchs. Ça peut tout à fait tourner pour le LS. C'est sûr et certain. On l'a vu aussi avec Sion, hein, qui a assez vite regardé vers le haut du classement. Il suffit de, ouais, justement, de bons matchs, des points, et puis tu passes vite. C'est la magie du Oui, foot. bien Ça sûr. peut Alors pas que, sauter, je veux quoi. dire, si on perd son prochain match, c'est de nouveau un drame. Il regarde de nouveau vers le bas. Mhm. Ouais, faut pas trop faire de grandes théories. Franchement, on est à 13 matchs. Là, on est à un tiers du championnat mollo. Franchement, et le wagon s'est pas décroché. Alors oui, voir 8 points à 13 matchs, c'est un peu inquiétant, je suis d'accord. Oui, voir le LS qui met pas ses occasions au fond, c'est un peu inquiétant, je suis d'accord. Voir ses absents aussi. Mais on va se calmer, franchement. Il y a du jeu, il y a des choses. Non, 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 stop stop au grand message de crise et tout ce qui va avec. Peut-être juste s'inquiéter si la spirale négative continue, que ça décroche avec la plage de barragistes et que là, le jeu se sentirait peut-être un petit peu aussi touché. Bien On a sûr, bien encore sûr. Et stress ça, André encore. Boschetti Ouais. l'a très bien écrit cette semaine. C'est que le LS est quand même un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que à un moment donné, s'il y a toujours 5, 6 grosses occasions par match et qu'elles n'entrent pas dedans, oui, il y a un moment où le collectif va en pâtir. Oui, il y a un moment où ce LS pourrait sombrer. C'est clair et net. Et à la fois, peut-être que contre Saint-Gall, ils en mettent 3 parce qu'ils ont les capacités de mettre 3 buts par match. C'est sûr et certain. Et là, ça tourne dans l'autre sens. Donc oui, je pense vraiment que le LS est à la croisée. C'est juste de le souligner. Maintenant, c'est pour ça qu'on y verra plus clair dans quelques matchs, quoi. Là, faire un bilan maintenant, c'est prématuré. Très bien. De toute façon, on reparlera du LS dans la brasserie du mardi. Tout bientôt. À bientôt. Avec Merci, plaisir. Florian. Ciao Sylvain, merci beaucoup. Ciao. On accueille Luc Demangeot dans la brasserie du mardi. Salut Luc. Salut, Sylvain. Bienvenue à toi et merci de nous rejoindre dans la brasserie. On va parler de Formule 1. Toi, tu es un spécialiste, notre spécialiste de Formule 1. Donc, bienvenue à toi. Ouais, enfin spécialiste, ça fait un peu vieux jeu comme ça, mais ouais, ça fait quand même. Je me suis fait peur tout à l'heure en réfléchissant que ça faisait 37 ans que je suivais la Formule 1. Donc ça veut dire que je ne suis pas si jeune que ça finalement. Ouais, ça fait 37 ans, mais ça fait un moment que tu n'as pas autant vibré pour une saison de F1 avec ce duel Verstappen-Hamilton qui est prometteur et puis qui nous donne une très très belle saison. Oui, donc dans les années 80, il y avait des duels incroyables entre Senna et Prost dont tout le monde a entendu parler, même ceux qui ne s'intéressent pas à la Formule 1. Et puis ensuite, on a eu des duels entre Michael Schumacher et Damon Hill, puis entre Michael Schumacher et Jacques Villeneuve. C'était des années de duels emblématiques. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus de duels comme celui de cette année. La dernière fois, c'était entre Lewis Hamilton, déjà lui, c'était son premier titre, et Felipe Massa. Ça s'était joué à la dernière course au Brésil. Ça s'était même joué dans le dernier virage du dernier tour, du dernier Grand Prix. C'est là que le titre a basculé en faveur d'Hamilton. Massa a été champion pendant 32 secondes avant qu'Hamilton passe la ligne d'arrivée. Donc là, c'était très disputé en 2008. Mais après ça, il y a eu des séances de domination sans fin. Il y a eu l'écurie Brown qui a tout gagné en 2009. Puis après, c'était l'écurie Red Bull qui a commencé une phase gagnante entre 2010 et 2013. Puis après, c'était Mercedes qui a tout gagné jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à cette année, où enfin Red Bull de nouveau peut disputer à Mercedes. Donc, en fait, c'est la première fois depuis 2008 qu'il y a vraiment deux écuries différentes qui se battent, quoi. Jusque-là, Hamilton avait juste été contesté par Nico Rosberg en 2016. Il avait perdu le titre par malchance, un moteur qui explose au mauvais moment. Donc là, Hamilton avait perdu le titre en 2016 face à son équipier, mais c'était dans la même équipe. C'était pas vraiment un duel comme on a cette année entre deux écuries, deux nations, entre un pilote britannique, un pilote néerlandais, entre une écurie Red Bull qui appartient à un milliardaire fantasque et une écurie Mercedes qui appartient à un gros constructeur. Voilà, là, c'est vraiment une saison emblématique parce qu'on a vraiment un duel parfait en fait compte. Et puis on a un point d'écart au classement des constructeurs entre Mercedes qui a un point d'avance sur Red Bull.
C'est très, très serré, hein, Ouais, le Grand Prix de la fin. ouais, alors sur 438 points, un point d'avance, ou même peut-être plus, 478, un point d'avance, c'est évidemment rien du tout. Il reste 4 courses à disputer, donc ça correspond à 0,25 points par course, alors qu'ils ont 2 voitures qui marquent. Un constructeur peut marquer au maximum 26 points pour la victoire plus le meilleur tour et 18 points pour la deuxième place. Donc il y a encore beaucoup de points à distribuer. Et effectivement, un point, c'est pour dire qu'ils sont à égalité, quoi. Après 18 courses, ils sont quasiment à égalité. On va juste rappeler que c'est Max Verstappen, hein, qui a gagné le Grand Prix du Mexique dimanche. Il compte maintenant 19 points d'avance sur Hamilton. C'est là aussi très serré. Et puis, il y a 4 Grands Prix qui restent. De nous, un peu le programme. Et l'avantage est quand même vers Max Verstappen. Est-ce qu'il a plié le championnat déjà ce dimanche? Non, surtout pas. Non, non, il avait un léger avantage. Après les États-Unis, il y a 2 semaines, il avait 12 points d'avance, mais il restait 5 courses. Alors 12 points d'avance divisé par 5 courses, c'était comme 2,4 points d'avance par course, donc rien. Là, maintenant, c'est sûr qu'en gagnant au Mexique dimanche, il a encore porté son avance maintenant à 19 points, alors qu'il reste que 4 courses, hein. Plus la saison avance, moins tu as de courses à disputer. Et puis, évidemment, plus l'écart devient significatif. Donc, il y a 19 points d'avance en 4 courses à jouer. Ça veut dire 4,75 points par course à rattraper pour Hamilton. Mais ça dépend vraiment de chaque circuit. Il y a des circuits favorables au Red Bull, c'était le cas du Mexique, tout le monde le savait. Il y a des circuits favorables au Mercedes, ce sera le cas d'Abu Dhabi, ce sera probablement le cas du Grand Prix du Qatar dans 2 semaines, et puis du Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah dans 4 semaines. Donc il y a encore 4 courses. Il y en a une qui va être favorable au Red Bull, c'est la prochaine, ce week-end, Grand Prix du Brésil. Les Red Bull ont toujours bien fonctionné au Brésil. C'est en altitude, Sao Paulo, le circuit est à 900 mètres d'altitude, et c'est des circuits qui favorisent, enfin, l'altitude visiblement favorise le moteur Honda des Red Bull. C'était le cas en Autriche à 900 mètres d'altitude. C'était le cas bien sûr au Mexique à 2240 mètres d'altitude. Ce sera sûrement le cas au Brésil ce week-end à 900 mètres d'altitude. Et puis il y a des circuits qui favorisent plutôt les Mercedes. Ben, ce sera les 3 derniers probablement. Donc peut-être Max Verstappen va pouvoir augmenter un peu son avance ce week-end qui vient. Puis ensuite, ce sera Hamilton qui va rattraper tout ça. Et si tout va bien, si la saison est parfaite, ben, ça se jouera à la dernière course. Peut-être pas au dernier virage comme en 2008, mais ça se jouera à la dernière course. Puis là, ce sera une course fantastique parce que si celui des deux qui gagnera cette course-là sera champion, alors ça va être un duel incroyable. La finale, ça sera le 12 décembre à Abu Dhabi, hein. C'est ça. Alors, Abu Dhabi, c'est pas un circuit top pour jouer le championnat parce que c'est impossible de doubler sur ce circuit-là. Ça a été mal conçu, malheureusement. Pourtant, c'est un circuit qui a été construit sur une île artificielle. On partait de zéro, donc on avait moyen de faire un beau truc. C'est un architecte allemand, Hermann Tilke, qui a fait ce circuit-là. Ils ont dépensé beaucoup d'argent et en réalité, il n'est pas possible de se doubler sur ce circuit-là. Donc, c'est pas un circuit idéal pour disputer un championnat parce que celui qui sera devant l'autre sera devant à l'arrivée. Fernando Alonso peut en dire quelque chose, lui qui aurait dû être champion sur Ferrari en 2010, et il a perdu le championnat parce qu'il était coincé derrière une Renault modeste de Vitaly Petrov, un pilote russe dont plus personne n'a entendu parler. Alonso, avec son talent et sa Ferrari, est resté bloqué toute la course derrière Petrov et il a perdu le championnat au profit de Vettel. Donc c'est vraiment un circuit qui est impossible pour les dépassements. C'est pas top de jouer le championnat à Abu Dhabi, mais c'est comme ça. Abu Dhabi paye beaucoup d'argent, 45 millions de dollars pour être le dernier Grand Prix de la saison, pour que ce soit là où se joue le titre. Ben voilà, ils ont payé pour être les derniers Grands Prix, ils seront le dernier Grand Prix, mais franchement, c'est pas le cadre idéal pour disputer le championnat. En parlant de dépassement, il y a quand même eu un gros raté de Valtteri Bottas, un coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, ce week-end, ce dimanche, qui a profité à Verstappen dans le premier Oui, virage. Bottas c'est vraiment raté parce qu'il était en pole position. Alors, Mexico, c'est encore spécial parce que c'est là une très très longue descente en fait depuis le premier virage, depuis le départ jusqu'au premier virage, une très très longue ligne droite, ce qui fait que celui qui est à la limite derrière notre voiture profite de l'aspiration de celui qui est devant, se fait aspirer puis arrive devant l'autre au premier virage. Donc Verstappen comptait bien là-dessus, ça a marché idéalement, mais Bottas c'est vraiment raté parce que comme ils avaient dit chez Mercedes, la stratégie c'était que Bottas se porte sur la gauche pour empêcher Verstappen de passer. Il ne l'a pas fait, il est resté bien au milieu de la piste. Et puis, il y avait un boulevard ouvert pour Verstappen qui a profité de l'aspiration de Bottas, qui s'est porté à sa hauteur et qui l'a doublé par la gauche, alors qu'il ne devait pas pouvoir le faire parce que Bottas devait l'en empêcher. Donc, Bottas s'est raté. Puis ensuite, il a vu Hamilton à l'intérieur du virage. Il ne voulait surtout pas toucher Hamilton, donc il s'est déporté. Enfin bref, il est parti en travers parce qu'il était poussé par l'autre. Il s'est complètement raté, Valtteri Bottas. Ce n'est pas la première fois qu'il se rate complètement. Et c'est suite à ces multiples ratages, d'ailleurs, qu'il est remercié de l'écurie Mercedes et puis qu'il passera chez Alfa Romeo Sauber la saison prochaine. Justement, Bottas va partir, il est un petit peu en roue libre en cette fin de saison. Et au contraire, chez Red Bull, on a Sergio Perez qui a aligné son 3e podium, qui est un allié. J'ai l'impression que dans cette lutte là entre Hamilton et Verstappen, on a quand même un allié d'un côté avec Sergio Perez et puis plutôt un poids ou un boulet du côté de Bottas. C'est un peu sévère, mais c'est un petit peu.
C'est un peu rude comme analyse. Je vois que tu connais bien mieux la Formule 1 que ce que tu le disais. Ouais, mais c'est un petit peu rude quand même parce que bon, Bottas, c'est pas un mauvais pilote. Seulement, il a beaucoup de malchance déjà. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est sur sa voiture. Et puis, au départ, il est jamais très très bon, hein. Il a souvent des petits problèmes. Par contre, il est très rapide sur un tour puisqu'il fait pas mal de pole position. Mais après, il a du mal à concrétiser. Donc, c'est pas vraiment une aide pour Lewis Hamilton. Chez Mercedes, on aimerait que ce soit une aide, mais ça n'est pas vraiment une. Tandis que c'est vrai, chez Red Bull, ben, Sergio Perez, c'est le bon petit soldat qui fait tout ce qu'on lui dit de faire. S'il avait fallu laisser passer Verstappen, il l'aurait fait. Donc, Verstappen a une aide avec Perez. Pas tant que ça quand même, parce que Perez, cette saison, il passait chez Red Bull cette année, il a eu beaucoup de mal à s'habituer à la RBCSB, qui est une voiture un peu vicieuse, un peu réactive. Et donc, il a eu beaucoup de mal. Il a mis une demi-saison à s'habituer à la voiture. Donc, pendant la première demi-saison, il a servi à rien. Maintenant, effectivement, il pourrait faire marquer des points, mais surtout pour le championnat des constructeurs. C'est surtout là que Red Bull va l'utiliser. C'est pour marquer un maximum de points au championnat constructeur, puisque, comme tu l'as dit, il n'y a qu'un point d'écart. Donc là, chaque point va compter au championnat des constructeurs. Je pense que psychologiquement, quand même, là, Verstappen, il s'est comporté comme un patron hein, ce week-end. Il a fait une course tout en contrôle. Il a un avantage psychologique. Maintenant, tu l'as dit, le prochain Grand Prix au Brésil, il est avantagé. Il a gagné aussi là-bas. Euh, ça semble un petit peu pas plié, hein, mais ça semble quand même un gros avantage, en tout cas sur le plan mental aussi, psychologique. Ouais, c'est pas plié, non, parce que encore une fois, les trois derniers circuits seront favorables aux Mercedes, puis mais c'est une écurie redoutable, hein. Ils vont réussir à remonter un peu leur déficit par rapport au Red Bull, sûrement, parce qu'ils bossent sans cesse, hein. Ils sont 1500 chez Mercedes à travailler sur la voiture, donc c'est pas plié, mais c'est sûr que Verstappen, mentalement, c'est un rock, hein, c'est un béton, et en béton, il réfléchit pas, il fonce, et il a dit si je suis pas champion, tant pis, ça m'importe peu, ça va pas m'empêcher de dormir. Le championnat, si je l'ai, c'est bien, c'est un plus, mais si je l'ai pas, tant pis, c'est pas grave. Donc, il ne se met pas de pression. Max Verstappen, il est tout le temps à fond. Il a commencé en F1 à 17 ans. Il n'avait même pas le permis de conduire quand il s'est lancé en F1. Donc, c'est un garçon incroyable. Il y a aucune pression qui peut l'atteindre. Donc, de ce point de vue-là, psychologiquement, il est extrêmement fort. Il n'a pas besoin d'aide de personne. D'ailleurs, il n'a pas besoin d'aide de Perez. Si Perez peut marquer des points pour Red Bull, tant mieux, mais ça importe peu à Verstappen, qui est de toute façon beaucoup plus rapide que Perez, toujours, systématiquement. Tandis qu'on voit que chez Mercedes, Bottas, parfois, ben, on l'a vu au qualif au Mexique, parfois, il est un peu plus rapide qu'Hamilton. Donc, c'est vrai que Hamilton, en principe, est très fort psychologiquement quand il est devant. Là, il est un petit peu déstabilisé. On le sent pas très à l'aise parce qu'il a ce concurrent qui est un rock, là, Verstappen, que rien ne peut atteindre. Ouais, dans ses propos aussi, hein. Il me semble après le Grand Prix, Lewis Hamilton, il semblait un petit peu résigné, presque. Voilà, ils sont trop forts, ils sont trop rapides. Ouais, il était abattu pour cette course-là. Mais encore une fois, à cette course-là, avant d'aller à Mexico, avec cette altitude de 2240 mètres, tout le monde savait, y compris chez Mercedes, bien sûr, que les Red Bull seraient super fortes. Elles l'ont toujours été à Mexico. Il avait déjà gagné 2 fois à Mexico, Verstappen, alors que sa voiture était le reste de la saison pas terrible. Et tout d'un coup, à Mexico, il gagnait. Donc, tout le monde savait qu'il serait super fort à Mexico. Donc là, Hamilton savait, en arrivant à ce week-end-là du Mexique, qu'il faudrait limiter les dégâts. C'est ce qu'il a fait en terminant deuxième. Seulement, pendant les qualifs, tout d'un coup, ils se sont crus arriver puisqu'ils ont fait la première ligne chez Mercedes. Et en fait, c'était juste dû aux pneus tendres, les pneus les plus tendres fournis par Pirelli, qui n'ont pas marché avec la Red Bull. Pas d'importance pour la course puisque ces pneus ne sont pas utilisés en course. Donc, c'est juste au qualif qu'il y a eu un petit moins bien, en quelque sorte, de Verstappen. Et puis, peut-être chez Mercedes, ils se sont crus que c'était bon, qu'ils allaient pouvoir gagner cette course. Mais en réalité, le rythme des Red Bull à Mexico, avec ce circuit très spécifique, était tel qu'ils n'avaient aucune chance chez Mercedes. Puis là, ils s'en sont rendus compte pendant la course. Bon, il n'y avait vraiment rien à tenter, hein. Après le Grand Prix, Toto Wolff a dit de toute façon, il nous tournait autour, il nous aurait dansé autour de nous si on avait parti en tête, même si Bottas n'avait pas raté le départ. De toute façon, Verstappen passait parce qu'ils étaient beaucoup plus rapides. Donc, c'était qu'une limitation de dégâts, mais c'est sûr que Hamilton était un petit peu abattu parce qu'il avait peut-être espéré mieux après les qualifs. On a l'impression que ce duel, hein, on l'a déjà dit, mais Verstappen-Hamilton, il est bénéfique pour la F1. C'est aussi ton avis. Et puis, comment tu vois là, à la fin de saison ton pronostic? Le pronostic est bien difficile, hein. Je pense toujours qu'Hamilton est super fort avec les Mercedes. Ils sont très, très forts. Chez Red Bull, parfois, ils ont l'air un peu limite. Ils sont à fond absolu. Ils sont plus sereins chez Mercedes. Alors, j'ai tendance à penser qu'Hamilton, à la fin, c'est toujours lui qui gagne. Jusqu'ici, c'était souvent vrai. Là, la course du Mexique, bien sûr, le met encore un peu plus en retard, hein. 19 points, c'est beaucoup. C'est plus qu'une deuxième place. Mais sur 4 courses, c'est absorbable. Et puis après, comme m'a dit Toto Wolff, cette fin de saison va dépendre de la fiabilité. Si un des deux abandonne, après, il ne reste pas assez de courses pour se rattraper, ce sera la fin pour celui qui va abandonner. Si les voitures sont fiables, mais en général, les F1 de nos jours sont très, très fiables, hein. Dans les années 80, la moitié du peloton abandonnait, si ce n'est pas plus. Aujourd'hui, tout le monde va jusqu'au bout, sauf accrochage ou sauf
problème exceptionnel. Donc, les voitures sont hyper fiables, mais si d'aventure, il y en avait un des deux qui abandonnait à une des courses, ce serait fichu pour lui, en principe, parce que ce sera irrattrapable. Mais il me semble qu'à la fin, Hamilton peut encore gagner ce championnat. Mais bien sûr qu'il ne faut pas qu'il abandonne. Eh bien, on fera le point dans un mois à peu près après le dernier Grand Prix pour voir si tes prédictions étaient justes. En tout cas, on se retrouve pour cette saison de Formule 1. Merci beaucoup, Luc. Et à bientôt dans la brasserie du mardi. Avec plaisir, Sylvain. À bientôt. Au revoir.